Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo de coin discussion. On va parler tranquillement d'un sujet qui m'a été demandé sur comment réussir les gardes de bâtiments. On verra ça en 4 points. Ce sont les gardes qui s'effectuent justement dans les bâtiments où on est amené à intervenir chez des patients qui sont déjà hospitalisés dans les services et parfois ce sont des services que l'on connaît là où on travaille. Les 4 points, je vous propose le premier, ça va être de bien commencer. Alors comment on fait pour bien commencer la garde? Eh bien, on va récupérer les numéros de téléphone des différents services, des urgences par ailleurs, avec les seniors, éventuellement les internes, infirmières, et les seniors associés dans les services dans lesquels on va être amené à travailler, et aussi de la réanimation, puisque ça peut être nécessaire, et parfois assez rapidement. Il faut aussi être au clair sur le statut, sur le niveau thérapeutique de certains patients, puisque les choses peuvent aller très vite, donc ça doit être notifié dans les dossiers et ne pas hésiter à demander aux collègues qui font les transmissions de savoir s'il y a des niveaux thérapeutiques particuliers et savoir aussi s'il y a des urgences en cours, des examens et ou bilans à voir. Par ailleurs, connaître le nombre de lits. Je n'ai pas mis de S parce qu'on est dans une situation extrêmement tendue aux urgences et dans les hôpitaux en France, de manière globale. C'est une petite parenthèse. Bref, il faut connaître le nombre de lits, c'est très intéressant. Déjà dès le début, comme ça on peut appeler et signaler très tôt dans les services des urgences qu'il il reste une place et qu'on peut admettre encore un patient. C'est tout bénef pour le patient, pour les urgentistes et pour le gardiste que vous êtes. Comme ça, vous pouvez faire les admissions très tôt. Pour les admissions, là, maintenant on va faire les admissions, mais pour ça, il faut déjà orienter dans le bon service. Donc, normalement, l'urgentiste est responsable de l'admission et est censé adapter le service au patient. Mais parfois, on peut méconnaître une future décompensation, et donc il faut l'envisager. Et souvent, le gardiste, celui qui est de garde du bâtiment, connaît un peu mieux les habitudes du service. Donc, est-ce que c'est vraiment le bon service qui est adapté? D'où l'intérêt de comprendre la pathologie et aussi pour instaurer le bon traitement lorsqu'on va faire les prescriptions. Ne pas manquer de noter le mode de vie du patient parce qu'il va falloir être rapidement à même de l'orienter par la suite et bien sûr faire après les prescriptions qui seront adaptées. Donc l'ordothérapie, entre guillemets, c'est reprendre les traitements ou non du domicile, celui de l'hospitalisation, c'est-à-dire de la décompensation de la pathologie actuelle. Il va falloir lui faire les prescriptions aussi pour manger, bouger, faire pipi aussi. Donc c'est-à-dire est-ce qu'il peut se lever, quel est le régime alimentaire adapté, est-ce qu'il faut le peser, faire un compte de l'entrée et des sorties, de ce qu'il boit et de ce qu'il urine. Et enfin, est-ce qu'il y a un intérêt à represcrire d'autres biologies, un ionogramme ou d'autres marqueurs pour la pathologie actuelle, des examens différents, et toujours prescrire une petite molécule pour une douleur éventuelle qui surviendrait au beau milieu de la nuit. Pour les prescriptions, je vais détailler 2 petits points qui seront de vérifier le traitement, s'il doit être reconduit ou non, et un point sur l'antibiothérapie, puisque c'est souvent un motif d'hospitalisation. Par exemple, les bêta-bloquants, qui sont des molécules très prescrites, ne doivent pas être reconduites en cas de choc, mais dans ces cas-là, le service n'est en général pas le bâtiment, donc l'hôpital en lui-même, le service de médecine habituel, conventionnel, sera plus la réanimation, ou dans ce cas-là qu'il reste aux urgences, le temps de temporiser, mais le patient peut avoir une tension un peu limite ou être bradycarde. Et à ce moment-là, on ne reconduit pas le traitement par bêta-bloquant, ou s'il doit avoir une opération. La metformine, par exemple, attention à l'insuffisance rénale aiguë, vous le connaissez, vous avez passé sans doute les ECN récemment, vous avez plein de connaissances, mais ce sont des petites choses qu'il faudra penser à ce moment-là, puisque vous allez prescrire ces médicaments ou vous allez annuler la prescription des médicaments. Un protocole insuline par injection peut être tout à fait envisagé à ce moment-là,
mais gardez en tête qu'une hyperglycémie est toujours moins grave qu'une hypoglycémie. Les AINS sont aussi pourvoyeurs d'insuffisance rénale aiguë et iatrogène. Est-ce qu'il n'y a pas indication à prescrire un IPP? Quant aux cardégiques et aux Plavix, parfois doivent être arrêtés en tout cas, et un avis cardiologique peut-être et à mon sens doit être pris sur l'indication ou non à le poursuivre si le patient a été stenté dans le mois précédent. Parfois on est amené à arrêter peut-être le Plavix, mais à conduire et à poursuivre le cardégique même en cas de saignement. Sur le point antibiothérapie, des sites extrêmement utiles comme Hippopie avec les différentes intentions des antibiotiques. Donc très intéressant comme site. Gardez en tête qu'il faut faire les prélèvements hémoculture ECBU, prélèvement local, imagerie, avant d'introduire l'antibiotique si nécessaire. Et en cas de bonne tolérance, eh bien, on peut tout à fait attendre. Un autre point sur les prescriptions, je vous ai dit on va devoir prescrire les repas par ailleurs. Donc est-ce que c'est un repas diabétique sans sel en cas de décompensation cardiaque, mixé pour éviter les fausses routes chez les patients âgés? Il vaut mieux manger un repas mixé et mauvais une ou deux fois plutôt que faire la fausse route et la pneumopathie d'inhalation. Est-ce que le patient doit rester au lit, peut se lever, doit porter des bas de contention ou prescrire un nimbus qui n'est pas le Nimbus 2000 d'Harry Potter mais bien un matelas anti-escar? Ce sont des questions qu'il faut véritablement se poser. Est-ce qu'il y a l'indication à introduire de l'héparine en dose préventive ou un relais pour une anticoagulation? Est-ce qu'il y a aussi intérêt à prescrire une biologie de contrôle maintenant ou est-ce qu'on peut attendre le lendemain matin? Par exemple, la CRP qui est très souvent prescrite en cas d'introduction d'antibiotiques, ce n'est pas nécessaire. On peut regarder juste les globules blancs et l'hyperleucocytose va rapidement casser, elle va rapidement diminuer si le traitement antibiotique est efficace. Et puis le contrôle se fait en général à 48-72 heures, comme vous le savez, après l'introduction de l'antibiotique. Donc ce n'est pas nécessaire de contrôler la CRP. Et bien sûr, appeler les différents services pour savoir s'il n'y a pas une dernière prescription avant d'aller dormir. Petite astuce pour éviter d'être dérangé pour n'importe quoi. Dernier point, il est plus gros que les précédents, mais on va voir quelques urgences spécifiques. Et par spécifique, j'entends liées au service dans lequel va être admis le patient. Par exemple, en gastro-entérologie, si le patient présente une hypotension, ça peut être un choc hémorragique d'origine digestive. On a déjà l'étiologie. Alors que si on est en rhumato et qu'il fait une hypotension, ça peut être la même chose sur un ulcère gastrique, mais ça peut être sur une anaphylaxie, sur une immunothérapie. Donc vous voyez que rien que le service peut orienter vers l'étiologie. Ensuite, on regarde les antécédents qui bien souvent vont nous indiquer le diagnostic et bien sûr le niveau thérapeutique à nouveau, tout en réfléchissant et en gardant en tête ce ABCDE, donc le Airway Breathing Circulation, Disability Environnement, donc ça va être le respiratoire, circulation, et tout ce qui va être neurologique et iatrogénie par exemple. On va voir la détresse respiratoire. Vous avez plein de connaissances, je ne m'attarde pas dessus, mais gardez en tête ce balancement thoraco-abdominal, l'hypoxie, moins de 90, on met l'oxygène, s'il est en sueur, c'est un signe de gravité. Bref, tout ça, vous le connaissez, mais gardez-le en tête, ce sont les bases qui sont très importantes. Un patient BPCO, il va exacerber sa BPCO, antécédent, et donc vous avez le diagnostic. Le traitement corticoïde aérosol, on peut être amené à mettre de la VNI si c'est un patient qui va être acide, donc un pH à moins de 7,35, d'où l'intérêt de la gazométrie artérielle. Un patient cardiopathe, il va décompenser, donc on va faire le CG, on va être amené à mettre du Lasix, du Risordan, et aussi de la même manière, on peut aller jusqu'à la ventilation non invasive. En cas de cancer ou de chirurgie, on peut être amené à évoquer une tamponnade qui est plus rare, je vous l'accorde. Il faudra penser à une ETT et à l'indication de chirurgie, tandis que l'embolie pulmonaire est plus fréquente, ça c'est certain. Et toujours en cas de cancer ou de chirurgie, d'alitement prolongé ou d'arrêt des anticoagulants, on peut être amené à penser à cette embolie pulmonaire qui doit nous amener à prescrire peut-être des dimères ou en cas de probabilité intermédiaire ou forte, à réaliser directement un angioscanner ou une échographie cardiaque et garder toujours en tête
qu'une désaturation ou qu'un trouble respiratoire doit nous amener à mettre de l'oxygène en position demi-assise. La douleur thoracique, je vous laisserai voir les vidéos associées sur la douleur thoracique. La vidéo est longue mais complète à ce moment-là. Ici, je vais juste préciser quelques points. Donc, pensez en facteurs de risque cardiovasculaire, regardez les antécédents. Est-ce qu'il n'y a pas eu l'arrêt d'un antiagrégant, d'un anticoagulant? Vous voyez toujours, on tourne autour de cette iatrogénie ou de modification de traitement. Ce n'est pas la même réflexion qu'aux urgences, mais pensez à ces choses-là. Douleur thoracique, ECG 18 dérivations, répétez, répétez. Éliminez l'étiologie coronarienne, plus ou moins troponine au besoin. Et en cas de pathologie inflammatoire et infectieuse, pensez aux pleuropnéopathies, où on peut s'orienter vers une étiologie de la sorte grâce à la radiographie au scanner et utiliser des antibiotiques ou des anti-inflammatoires. Bien sûr, l'arrêt d'anticoagulants, de la même manière, doit nous faire évoquer une embolie pulmonaire. On va parler d'hypotension artérielle. C'est un motif d'appel fréquent en cas de garde, dans les bâtiments en tout cas. À ce moment-là, il faut répéter la mesure, être certain que c'est bien une hypotension artérielle et qu'elle soit symétrique. Donc on prend aux deux bras et on s'assure que ce soit vraiment une hypotension. Ensuite, pensez à la tolérance clinique, parce que si le patient est très bien, peut-être que en fait, c'est sa tension de base, parce que 90 de systolique pour un patient qui est tout cachectique ou anorexique, c'est normal. Donc on regarde les genoux, ces marbrures qui sont là de grade 4, vous voyez ce maillage rouge au niveau des genoux, faire une gazométrie, est-ce qu'il n'y a pas une diminution de la clairance du lactate, donc c'est-à-dire une lactatémie, et on peut essayer de lever les jambes, si c'est possible, parce qu'en cas de fracture de jambe, mais bon c'est encore évident, mais pensez-y, on lève les jambes et puis ça permet de faire une épreuve test de remplissage, donc ça va faire un retour veineux. Si le patient est hospitalisé pour une surcharge avec l'introduction de diurétique ou en cas de diarrhée, s'il y a une brûlure, à ce moment-là, c'est évident la cause, donc on peut être amené à faire un remplissage et prévoir une hydratation. En cas de surcharge clinique évidente malgré une hypotension, il faudra penser à une embolie pulmonaire, une tamponnade, un choc septique, c'est tout à fait possible, avec une part de décompensation cardiaque. Une anaphylaxie, encore une fois, ce sont des diagnostics possibles, on peut tout avoir, mais il faut y penser en cas de surcharge clinique, sachant qu'en cas de choc septique, le patient sera plutôt fébrile avec un teint gris, alors que l'anaphylaxie, il aura tendance à être plutôt urticarien, donc bien rouge, avec l'exanthème un peu diffus. Et un avis senior peut être nécessaire à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a pas indication à faire une échographie cardiaque ou à mettre des amines? Bref, gardez en tête en tout cas que lorsqu'on remplit, on arrête les diurétiques. Et quand on diurétique, on arrête de remplir, sauf quelques cas particuliers, par exemple l'hypercalcémie en surcharge. Mais globalement, on reste là-dessus. Le coma, de la même manière, j'en ai parlé dans les vidéos, je vous laisserai aller les regarder. Savoir si c'est attendu. Regardez le niveau thérapeutique dans les observations. S'assurer du Glasgow, est-ce que c'est bien le cas? Faire une glycémie capillaire. Tout trouble neuro égale dextro. Mettez le bras au-dessus de la tête du patient. Après avoir fait la manœuvre de Pierre-Marie Foy pour voir s'il n'y a pas une paralysie faciale et une réaction asymétrique. S'il laisse tomber son bras sur le visage, c'est peut-être pas du chiquet. Alors que s'il esquive volontairement son bras au-dessus de sa tête, c'est peut-être une simulation. Mais avant de penser à ça, gardez en tête les AVC, un trouble de la parole, une aphasie tout simplement, et la paralysie faciale qui peut orienter vers une atteinte ischémique ou hémorragique cérébrale. Un myosis bilatéral doit vous orienter vers la prise, en tout cas une imprégnation opioïde. Donc on peut essayer du naloxone. Je vous laisse aller voir la vidéo aussi que j'ai faite. Donc c'est tout à fait possible, les patients qui viennent pour une forte douleur, quand ils ont des morphiniques, ils peuvent avoir une imprégnation trop importante et donc avoir un trouble de la conscience. S'il y a une asymétrie à l'examen clinique, il faut penser au scanner. Et si vraiment Glasgow -8, ou en tout cas indication à un avis seniorisé ou réanimatoire, on prend l'avis nécessaire. On est souvent appelé pour une douleur, quelle qu'elle soit, et donc il faut savoir penser en tout cas à la conduite que l'on va avoir.
qui est évidemment de repérer la localisation. Et souvent, rien que le service nous oriente. S'il est en rhumatologie pour une douleur, pour une coxarthrose qui fait mal, eh bien, on sait très bien que s'il a mal à sa hanche, ça ne va pas être un infarctus. Mais des fois, ils peuvent avoir des douleurs thoraciques alors qu'ils viennent pour une goutte au niveau de la luxe. Bah oui, à ce moment-là, il faudra quand même faire les examens nécessaires et bien sûr soulager le patient avec les différents médicaments de palier 1, 2 et 3. Petite précision pour certains, rappelez-vous le paracétamol et le foie, ça ne fait pas bon ménage, on peut faire des doses divisées par 2. L'acupan, c'est très mauvais, Péros, mais c'est efficace. Ça peut donner une rétention aiguë d'urine, des nausées, des vomissements. Donc pensez aux antiémétiques. Le spasfon pour les douleurs abdominales et de type crampe. Le tramadol, ça peut rendre un peu confus les patients âgés. Et la morphine, c'est relativement efficace. Un petit mot sur la fin de vie. Est-ce que c'est bien au clair dans le dossier médical? Au moindre doute, prendre un avis auprès de différents collègues, avis réanimateurs. Il n'y a aucune honte à faire appel aux collègues à ce moment-là. Et si le patient est en douleur, il paraît souffrir ou en dyspnée, on débute à ce moment-là, comme les recommandations de l'HAS le précisent, une sédation douce qui permet un confort pour le patient par du midazolam et morphine par la suite. On peut mettre de la scopolamine en cas d'encombrement ou de râle agonique. Et tout ça dans le but d'aider et de soulager le malade. Et pensez aussi à prévenir la famille. Ce sera toujours agréable et bienvenu de leur donner des nouvelles, si bien sûr ils le souhaitent, en accord avec le patient. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, de cliquer sur la cloche des notifications, de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos sur la chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.